Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la mise à l'herbe et de la gestion du cheval au pâturage avec notre vétérinaire Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci, et toi? Très bien, je te remercie. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous rappeler, alors on connaît tous un petit peu les bienfaits du pâturage pour le cheval, sur son bien-être mental et sur sa santé physique. Il me semble qu'il y a quand même des côtés, il peut y avoir des côtés problématiques à la mise à l'herbe, au pâturage. Est-ce que tu pourrais nous donner là où les principales problématiques de l'herbe? Oui, bien sûr. C'est vrai que là, on est en plein dans la saison des pâturages, de l'herbe, de la mise à l'herbe, pour ainsi dire. Et on rencontre ce genre de soucis chaque année, de nouveau. Alors, ce qu'il se passe, c'est que l'herbe est présente en grande quantité. Et c'est vrai qu'on a parfois des problématiques au niveau des transitions, donc c'est-à-dire que les chevaux ont été plutôt nourris au foin ou au fourrage plutôt sec pendant toute une saison, n'ont pas été forcément encore exposés à l'herbe et seront du coup lâchés dans les pâtures luxuriantes qui ne sont pas forcément de la même constitution que le foin dont il a pu profiter au cours de l'hiver. Donc il y a besoin de faire un petit peu attention aux transitions. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail. Ça, c'est une chose parce que finalement, l'herbe contient beaucoup d'eau, contient aussi les nutriments que contient le foin, bien sûr, mais c'est vrai que le cheval aurait tendance facilement à ingurgiter des grandes quantités. Alors, quand on parle de nutriments, c'est vrai que l'herbe est composée d'eau, de vitamines, de minéraux, de protéines, de sucre, de fibres, et parfois l'eau constitue à peu près 80 ou jusqu'à 80% de l'herbe. Donc, elle est très facile à manger et très facile à digérer, et c'est donc pour ça que le cheval ingère potentiellement des grandes quantités. Puis, l'herbe est aussi très riche en sucre. Il faut savoir que l'herbe contient plusieurs formes de sucre, donc du glucose, du fructose, toutes sortes de sucres, et des fructanes notamment, qui sont une chaîne de fructose avec un élément glucose à la fin. Et les fructanes qui servent de réserve donc, pour l'herbe pour pousser plus tard quand il va devoir mobiliser ses réserves. Tous ces sucres peuvent potentiellement mettre en danger la digestion du cheval. Ainsi, lorsque le cheval ingère une trop grosse quantité de fructanes, on peut avoir comme résultat des fermentations qui sont indésirables, parce que dans l'intestin grêle, en fait, les fructanes ne sont pas digérées. Donc elles sont directement bypassées ou envoyées vers le côlon, où elles seront fermentées. Là, on a du coup une fermentation indésirable qui contribue à une acidification du gros intestin ou une baisse du pH, et ça peut finalement mener à une libération de toxines bactériennes. Et ça peut engendrer des perturbations digestives ou éventuellement des fourbures chez les chevaux qui sont mis à l'herbe, et particulièrement à la saison où l'herbe pousse de manière importante, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Par contre, il y a un autre moyen aussi d'arriver aux fourbures, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les chevaux qui ont déjà des perturbations métaboliques à la base, tels que les chevaux qui ont le SME ou autres problèmes métaboliques tels que le Cushing, ou en tout cas qui sont à risque, ont des perturbations au niveau de leur insuline, et lorsqu'ils ont donc une dysrégulation de l'insuline, ils ont du mal à gérer les grosses quantités d'insuline qui sont présentes suite à l'ingestion importante de sucres solubles qui sont donc dans cette herbe qui est très riche. Et ça peut directement mener à une fourbure en fait. Et c'est pour ça que ces chevaux-là, il faut être particulièrement vigilant. Super, merci. Donc, si je résume rapidement, il y a un petit peu de tout dans l'herbe. Il peut notamment y avoir aussi pas mal d'eau, ce qui fait que les chevaux peuvent en ingérer une quantité qui est parfois conséquente. Et la vraie problématique, c'est si j'ai bien compris, c'est quand la quantité de sucre dans l'herbe devient trop importante. Et ça peut engendrer par différents mécanismes des perturbations sur l'organisme du cheval, comme des coliques ou des fourbures, notamment chez les chevaux prédisposés, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça.
Ok, et du coup, concernant ce taux de sucre, est-ce qu'il est toujours le même dans l'herbe pour une parcelle donnée, par exemple, ou est-ce qu'il y a une notion de variabilité en fonction de la saison, en fonction de la journée? On parle souvent du printemps et de l'automne en période à risque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, ça, ce sont en tout cas des facteurs à prendre en compte. Il y a aussi d'autres facteurs tels que la nature botanique de l'herbe ou bien la nature des sols. Mais quand on regarde plus précisément l'histoire des sucres, la plante a besoin, enfin, fait de la photosynthèse en fait pour pouvoir pousser. En fait, elle utilise l'eau, le CO2 et la lumière du soleil. Ensuite, elle va donc produire des sucres qu'elle va pouvoir stocker, donc glucose, fructose, saccharose et des fructanes qui sont donc, comme je disais tout à l'heure, des chaînes ou des polymères de fructose, et elle va les stocker. Ensuite, elle va les utiliser la nuit pour pousser. Et ça se fait même dans l'obscurité. Par contre, c'est la température qui prédomine un petit peu là-dessus. Lorsque les températures sont plutôt clémentes, l'herbe va continuer à pousser, donc va pouvoir pousser la nuit, donc elle sera plutôt pauvre en sucre le matin, puisqu'elle a utilisé ses réserves pour pouvoir pousser. Par contre, si la température est assez froide, c'est-à-dire en dessous de 10, voire même plutôt 5 degrés, eh bien, l'herbe ne poussera pas et donc la croissance sera ralentie et l'herbe contiendra beaucoup de sucre. Donc là, c'est dangereux théoriquement pour les chevaux, juste pour les raisons qu'on vient d'évoquer en fait, et surtout pour ces chevaux qui sont à risque. D'accord, donc si à partir du moment où les nuits ne sont pas trop froides, pardon, excuse-moi, il est préférable de, à la limite, faire pâturer le cheval le matin, enfin à l'aube très tôt, parce qu'en théorie, l'herbe aura utilisé ses réserves en sucre pour pousser durant la nuit, donc sera plus pauvre en sucre à l'aube le matin. Mais ça, c'est à condition qu'il fasse pas trop froid la nuit, auquel cas ça bloquerait la pousse et du coup l'herbe serait tout aussi concentrée en sucre arrivé le matin, quoi. Oui, tout à fait. Puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'herbe est dans des conditions stressantes, ou lorsque l'herbe est stressée, la quantité de sucre soluble augmente aussi. Lorsqu'il y a beaucoup de soleil, manque d'eau par exemple, ce qu'on vient de dire, les températures, voilà, le gel, ou quand elle est surpâturée. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais te poser la question. L'herbe très courte et surpâturée, c'est problématique. Oui, c'est exactement problématique de la même manière. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut absolument restreindre l'accès ou faire vraiment très attention pour les chevaux qui sont à risque. Et du coup, à partir de là, est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour je sais pas, les grandes étapes, les éléments clés pour une mise à l'herbe qu'on pourrait appeler intelligente? Alors oui, il existe plusieurs cas de figure. Il y a par exemple les chevaux qui sont en contact avec l'herbe durant toute l'année, qui ne sont pas forcément des chevaux à risque. Ceux-là ne sont pas forcément obligés d'avoir une transition très rigoureuse puisque leur microbiote, en fait leur flore intestinale est déjà habituée à recevoir de l'herbe. Donc pour ceux-là, c'est vrai que voilà, à moins de les lâcher vraiment dans des grosses pâtures qui sont vraiment plus importantes, là, bon, c'est pareil, il faudrait y aller plus progressivement, pardon. Mais ces chevaux-là ne demandent pas forcément une attention particulière. À partir du moment où ils sont dans la pâture, où l'herbe pousse, ils s'y font progressivement. Les chevaux, en revanche, qui sont dans les clubs ou peut-être dans des paddocks et qui ont que quelques mois de l'année la possibilité d'aller à l'herbe, c'est cela qu'il faut gérer un petit peu différemment. Je dirais que pour commencer tranquillement, la première journée, il faudrait faire 20 à 30 minutes de mise à l'herbe et augmenter tous les 1 à 2 jours entre, ça varie un petit peu, mais 10 à 15 minutes de temps de pâturage pour pouvoir habituer les chevaux progressivement. Bon, c'est des fourchettes après. Et une fois que les chevaux sont habitués à rester 4 à 6 heures dans cette herbe sans qu'ils aient des problèmes digestifs, bien sûr qu'au début ils vont avoir des selles un petit peu plus liquides, peut-être un petit peu plus de gaz, etc. Mais il faudrait que ça soit stabilisé. Ouais, j'allais te demander qu'est-ce qu'il faut surveiller, les crottins, l'état de son cheval, s'il n'y a pas de signe d'inconfort. C'est ça. Les sabots trop chauds, si le cheval n'a pas de difficulté à marcher, exactement le système digestif. D'accord. Donc bien surveiller son cheval. Bien surveiller, ouais. Alors donc une fois que le cheval est
stable, entre guillemets, lorsqu'il est 4 à 6 heures par jour dans cette pâture, on peut commencer à étendre ça pour carrément 12 heures ou voire 24 heures. Mais il faut qu'il ait atteint l'objectif des 4 à 6 heures sans avoir eu trop de perturbations. Alors, ce qui est bon de savoir aussi, c'est que lorsqu'on procède à une mise à l'herbe progressive, c'est intéressant pour le cheval d'avoir du foin à disposition parce que le foin, il est plus fibreux et du coup, ça permettra de procurer au cheval une source de fibres parce que l'herbe, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, est très pauvre en fibres et du coup, ça participera au fait d'atténuer éventuellement ces perturbations digestives qui ont lieu au début quand il y a la mise à l'herbe. D'accord, donc toujours, même s'il y a de l'herbe en quantité abondante, mettre bien du foin à disposition au pré, en plus au cheval. Oui, tout à fait. C'est important pour eux. Et puis, ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est de préparer cette mise à l'herbe en soutenant la flore intestinale, en donnant par exemple du flore 3 semaines avant. Et tout au long de la mise à l'herbe, en fait, durant toute la période critique, ou en tout cas la période de transition, afin de se donner toutes les chances nécessaires pour avoir une flore en santé, en bonne santé. Donc, si je résume, il faut le maître mot pour la mise à l'herbe, c'est la progressivité. Il peut être intéressant de soutenir la flore intestinale de son cheval avec un complément à base de probiotiques et de postbiotiques comme le flore, par exemple. Donc, en commençant, oui. tu nous disais bien 3 semaines avant la mise à l'herbe et pendant toute la période de transition. De bien laisser du foin à disposition au pré en plus de l'herbe pour que le cheval puisse avoir accès à une source de fibres, parce que l'herbe n'est pas toujours suffisamment pourvue en fibres, si j'ai bien compris. Et côté ration, est-ce que donc un cheval qui a une ration d'aliments concentrés, on garde la même ration? J'imagine que non, on va la diminuer, ça dépend peut-être de l'abondance de l'herbe. Est-ce qu'il y a besoin d'apporter d'autres compléments? Alors oui, en règle générale, on ne peut pas faire un résumé pour tous les chevaux puisque les chevaux ne sont pas tous au même stade physiologique, qui ne fournissent pas tous le même effort et qui ne sont pas tous comparables selon leur maladie métabolique ou non. Clairement, le cheval qui va pouvoir couvrir ses besoins énergétiques avec les fourrages uniquement, c'est intelligent quand même de continuer éventuellement à lui proposer un CMV ou en tout cas de couvrir ses besoins en vitamines et minéraux parce que malgré tout, l'herbe, plus ou moins de manière systématique, pourrait être déficitaire, notamment en sodium. Donc là, il faut aussi penser à mettre la pierre à sel, bien au champ à côté de l'eau. Pourrait manquer de zinc, de cuivre, iode, sélénium. Donc, c'est intéressant en tout cas de toujours proposer quelque chose, par exemple comme l'oligovite. Ensuite, pour les chevaux qui ont une ration et que quand l'herbe est vraiment très luxuriante, on peut la diviser en 2. C'est vrai que ça sera une courte période, mais il faut essayer du coup d'éviter les apports énergétiques trop importants. Donc on peut diviser la ration en 2 pendant un certain temps. Et puis pour ce qui est l'élevage, etc., comme je disais tout à l'heure, l'herbe est quand même très très variable en fonction de sa nature botanique, la composition des sols, le stade de floraison dans lequel elle se trouve. Donc là, malgré tout, je pense que c'est quand même bien de continuer à complémenter. Et là, c'est pareil, par exemple, pour les juments, ou les juments et même les jeunes, on peut diviser la ration lorsqu'on voit que l'état corporel devient trop important. Donc, c'est à surveiller en fonction de la quantité de l'herbe. D'accord, ok. Et bien suivre son cheval, suivre son état corporel. Et évidemment, la priorité aussi, c'est qu'il faut déjà que son état corporel soit correct avant la mise à l'herbe et qu'il soit pas déjà trop gras avant d'être à l'herbe. Oui, l'état corporel est vraiment essentiel en fait. C'est vraiment super important de le suivre tout au long de la saison de l'herbage. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais des chevaux qu'on appelle à risque, c'est-à-dire les chevaux SME, les chevaux souffrant du syndrome de la maladie de Cushing. J'imagine qu'il y a des précautions particulières à prendre pour ces chevaux-là. Est-ce qu'ils peuvent quand même être dehors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout dépend du cas de figure dans lequel le cheval se trouve et voilà, de son poids, en tout cas de son état d'embonpoint. La première chose que je ferais, c'est que je prendrais la note d'état corporel. On en a un petit peu déjà parlé. Il existe plusieurs
plusieurs façons de le faire. C'est important de surveiller l'état de son cheval avant de le mettre à l'herbe. Ça, c'est important parce qu'on a besoin de suivre son état corporel et de ne pas le faire grossir davantage. Donc, bien faire une note d'état corporel avant de commencer la mise à l'herbe. Ensuite, les chevaux qui sont vraiment insulino-résistants, c'est-à-dire qui ont vraiment besoin de maigrir, ceux-là, pour moi, ne sont pas forcément invités à aller à l'herbe parce que ça va juste être très très difficile de restreindre les quantités ingérées en fait. Maintenant, si on n'a pas vraiment le choix et qu'on ne peut pas faire autrement, on pourrait penser par exemple à sacrifier un petit endroit de la pâture ou de faire un endroit de sacrifice qui est donc un peu plus piétiné où il pousse plus grand chose et on peut faire par exemple des aires de pâturage ou des petites des petites parcelles de pâturage par exemple, ça peut être une solution où l'ingestion de l'herbe est contrôlée avec une musserolle ou un panier qui sert à réguler la quantité de matière sèche ingérée. La matière sèche, c'est ce qui reste quand on retire l'eau du fourrage. Un gros pourcentage sur le foin de matière sèche. Sur l'herbe, Oui. est-ce qu'il y a des valeurs un petit peu moyennes? C'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt beaucoup d'eau. Et ça peut aller jusque, ce que je disais tout à l'heure, 80 voire 85% d'eau. Donc finalement, il reste peu de matière sèche. Donc il y a peu de fibres. Et ces chevaux-là peuvent donc manger une quantité très limitée. Et c'est vrai que le panier, même si le cheval au début a du mal à s'y habituer, ou en tout cas ce n'est pas son traitement préféré, le panier du pâturage est quand même un outil qui est très très utile parce que les recherches scientifiques ont bien montré que l'ingestion de matière est beaucoup plus faible et ça c'est vraiment recommandé pour ces chevaux-là. Ceci dit, comme je disais tout à l'heure, de l'herbe qui est courte et surpâturée est aussi très riche en sucre, donc attention à ça quand on a des aires de pâturage de faire attention. C'est ce que j'allais dire quand tu parlais de zone entre guillemets de sacrifice, faut pas que ce soit une zone surpâturée. Non, là il faudrait qu'il reste plus rien en fait, de la terre ou du sable ou très très peu, vraiment très peu pour que ça ne représente pas un danger. Et théoriquement, quand on regarde le stade de pousse, donc le stade de l'herbe, si c'est feuillu ou pas feuillu, une hauteur, par exemple, plus importante génère une prise de matière sèche plus importante. Donc finalement, on préfère quand même au stade feuillu, c'est-à-dire avant que l'herbe fleurisse ou qu'elle arrive à floraison, on préfère quand même une herbe plus courte parce qu'on sait qu'il y aura moins d'ingestion de matière sèche. Et parallèlement à cela, il y a aussi des recherches qui montrent, qui ont fait des essais avec des parcelles qui sont carrément fleuries, donc arrivées vraiment au stade avancé de la maturité de l'herbe. Et les recherches, on sait que du coup, l'herbe contient moins de sucre et est beaucoup plus fibreuse et qu'elle est finalement au stade idéal pour le cheval pour qu'il puisse la manger. Mais ça demande beaucoup d'investissement, de temps pour le moment, parce qu'il faut déplacer les parcelles tous les 2 jours afin que les chevaux ne restent une durée très courte dans ces parcelles. Donc c'est un système qui n'est pas encore très bien étudié. Et puis ce qu'on pourrait dire aussi, si on ne peut pas sacrifier un endroit, ce serait bénéfique de mettre un fil en avant et de faire manger le cheval au fil. Donc c'est-à-dire déplacer le fil à chaque fois que le cheval a terminé de manger ce qui est mangeable pour lui et de déplacer ce fil en fonction de ça. Et comme ça, on arrive aussi à gérer en quelque sorte les quantités d'herbe ingérées. On peut même mettre un fil avant-arrière. Là aussi, c'est appuyé par des recherches scientifiques. D'accord. L'idée, c'est de limiter en fait la zone sur laquelle il pourra pâturer pour limiter la quantité de matière sèche qui va être ingérée. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Eh bien, super. Merci beaucoup, Aneva, pour tous tes précieux conseils. Alors, évidemment, ce sont les grandes lignes. On essaye de condenser un petit peu. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a un petit peu plus d'infos aussi sur l'article qui est en ligne sur notre site et sur l'infographie. Mais voilà, ce sont les principales infos à savoir. Et puis, si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. C'est tout bon pour toi, Aneva ? Ouais, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite.